Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre invitation. Je suis désolé de vous infliger un discours en français, mais vous aurez bien compris que si vous avez du mal à imaginer ce que je dis, ce sera la faute de l'intelligence artificielle et pas la mienne. Vous avez noté peut-être, on l'a annoncé il y a 2 ou 3 jours, que 5 millions de personnes avaient visité, étaient entrées dans Notre-Dame depuis le mois de décembre dernier. 5 millions, c'est beaucoup de monde, et je suppose que de ce fait, presque tous d'entre vous font partie de ces 5 millions et sont déjà allés sur place. Je ne vais pas faire un sondage, mais j'en suis absolument certain. Alors, ce que je me propose d'expliquer, de chercher à comprendre devant vous, c'est la raison de l'attractivité de ce lieu. Comment peut-on expliquer le fait que tant de monde, depuis si longtemps, se rendent de tous les pays du monde en direction de Notre-Dame? Alors, ça me permet d'essayer de tenter l'élaboration d'une sorte de paradigme, si vous voulez, de la patrimonialité, si vous permettez ce mot. Je verrai comme première clé d'explication le concept de sacralité. Je distingue le concept de sacralité de celui de sacré. Ce n'est pas la même chose. Je pense que le premier qui a attiré l'attention là-dessus a été Victor Hugo, quand il raconte qu'il se rend au mont Rigi, en Suisse. Il est impressionné par le site géographique, géologique et le souvenir fantasmé d'événements historiques. Il croit voir déambuler les armées d'Hannibal. Alors, ce lieu sacral, selon Victor Hugo, transmet une émotion silencieuse et suscite des déplacements touristiques de plus en plus nombreux. Évidemment, au risque de voir la capacité émotionnelle du lieu s'éroder au fur et à mesure, mais ça, ce n'est pas la question. Alors, parmi ces éléments de sacralité, il y a en premier lieu les aspects géomorphologiques de cet espace. Une montagne, un désert, un fleuve contribuent plus que d'autres à constituer cette sacralité. Mais il faut aussi tenir compte de la main de l'homme. Vous prenez par exemple un lieu comme le Mont Saint-Michel, il a été non seulement marqué par sa géologie, mais aussi par l'homme. Alors, revenons à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris répond à cette définition de sacralité par son site, l'orientation est-ouest, le soleil levant et le soleil couchant, par le fleuve dont le courant va du levant au couchant, par le confluent qui forme une île et par le fait que c'est l'espace intérieur de cette île qui a été utilisé. En sorte, nous sommes en face d'une topographie prédestinée à la rencontre de l'homme avec le divin, la force mystérieuse du fleuve qui descend et qui vient du côté où se lève le soleil. Par la suite, des travaux progressifs ont accentué le caractère de ce lieu par des ponts, par des quais et en le minéralisant encore plus. Ce qui fait que cet espace, au sein de la ville lumière dont l'attrait s'est renforcé au fil du temps, possède ce caractère particulier, ce que j'appelle un caractère sacral, et qui défie le temps. Le deuxième élément du paradigme, le deuxième caractère, c'est son côté sacré. Les installations sacrées sont anciennes. Au IVe siècle après Jésus-Christ, on avait un temple païen, une basilique, un lieu de temple chrétien, et on imagine à cette époque les barques, les ponts en bois pour se rendre dans l'île,
tout un dispositif. L'installation chrétienne remonte au 5e siècle, elle s'est renforcée, elle est même devenue assez luxueuse dès le 6e siècle, et donc on est en présence d'une cité religieuse avec tout un complexe, une cité, le palais de l'évêque, les maisons des chanoines, le baptistère, etc., etc. Et c'est à l'emplacement approximatif du premier édifice que l'on va ériger plusieurs autres jusqu'à la date de 1163, lorsque l'on va poser la première pierre de la cathédrale actuelle, soit 900 ans après. Donc après le caractère sacral, le caractère sacré. Je vois un troisième élément dans ce paradigme de patrimonialité, c'est le caractère rituel des activités qui se déploient dans le lieu. Ce caractère rituel découle, à mon sens, d'une volonté de maîtriser le temps long historique. Je distinguerai le temps immobile et le temps dynamique. Le temps immobile, c'est la répétitivité quasi métronomique du temps liturgique au cours de l'année et au cours de la journée. Au cours de l'année, ce sont les grandes fêtes liturgiques, et au cours de la journée, ce sont les heures liturgiques qui scandent la journée. Et d'une année sur l'autre, d'une journée sur l'autre, c'est toujours la même chose. Cette répétitivité qui peut paraître monotone contribue à donner cette dimension de rituel. Mais il y a aussi un temps dynamique, c'est celui de l'histoire. Car à Notre-Dame, tous les grands événements de l'histoire nationale, depuis les origines, ont trouvé leur écho. Ça a été, je ne vais pas développer toutes les différentes fêtes qui se sont tenues et qui continuent de se tenir sur place, mais enfin, Notre-Dame est vraiment conçue comme un lieu de rencontre entre Dieu, la religion, la puissance civile, la nation, depuis la monarchie jusqu'à la République actuelle. Et quel est le dernier élément de ce paradigme, après le sacral, le sacré et le rituel? C'est évidemment le caractère artistique du lieu. La louange de Dieu et celle de la nation. Alors j'emploie le mot nation avec des pincettes, bien sûr, parce que c'est un concept qui a beaucoup évolué, s'est exprimé par les arts et par les lettres. On a commencé par créer un chef-d'œuvre gothique, on y a installé des chefs-d'œuvre à l'époque baroque, à l'époque de Louis XIV. C'est le vœu de Louis XIII, dont il reste un certain nombre d'éléments dans le chœur. De très grands travaux ont été entrepris au XIXe siècle, le sacre de Napoléon, les grandes restaurations de la monarchie de Juillet et du Second Empire. On y trouve une collection de tableaux exceptionnels, les mets, un orgue qui compte parmi les instruments de musique les plus importants, un buffet d'orgue, le jubé, bref, c'est un écosystème d'œuvres d'art de très grande qualité. Donc c'est un lieu qui s'exprime qui exprime par les arts la louange, mais aussi par les lettres. C'est un endroit où les grands orateurs sacrés se sont exprimés. Lacordaire au XIXe siècle. C'est un endroit dont Victor Hugo a évidemment parlé dans Notre-Dame de Paris, mais pas seulement Notre-Dame de Paris. Eugène Sue et le Juif errant qui met en scène Notre-Dame, ou encore un plus obscur, mais qui a compté dans la restauration de Notre-Dame, Hippolyte Fortoul. Il faut compter aussi sur Paul Claudel et sa conversion
à la fin du XIXe siècle. Donc, on est dans un lieu où on assiste à une confluence, la confluence des gestes de dévotion, de l'appréciation esthétique des œuvres, de ce que j'appellerais l'anamnèse de l'histoire, le souvenir de l'histoire qui revient en permanence à la mémoire, et de l'influence magnétique du lieu sacral. Je pense que c'est ainsi que peut s'expliquer le fait que tant de touristes sont venus à Notre-Dame depuis tant d'années. L'événement spectaculaire et dramatique du 15 septembre 2019 a confirmé l'édifice dans sa fonction mystérieuse. Notre-Dame s'est hissée par cet événement comme l'un des hauts lieux de l'humanité. Le projet de restauration a suscité des émotions, des débats passionnés et de façon plus spécialisée, a fait de ce monument, dans la suite de l'action de Viollet-le-Duc, un des chapitres majeurs de la pratique patrimoniale. Mais je dirais, cette pratique patrimoniale qui a marqué Notre-Dame et qui, entre autres, s'est focalisée sur une question précise, la restauration de la flèche, je dirais que cette pratique patrimoniale reste au regard de ce que j'ai dit précédemment comme une sorte de détail. Car ce qui me paraît essentiel dans tout cela, c'est le caractère sacral, le caractère sacré, le caractère rituel des activités, le foisonnement des arts, et tout ça sous le point de vue de l'ancienneté de ce lieu. L'ancienneté, c'est-à-dire 15 siècles d'histoire chrétienne et peut-être aussi des millénaires d'histoire païenne avant elle. Je vous remercie. Thank you. Do we have any questions? If you do, please wait for microphones, because we will hopefully see translations in French. Is that correct? Yep. Okay. Well, in that case, we will borrow some parts of my mind and and that of the eminent Georges Deperrault as a translator. Are there any questions? There's a question right at the back. Je peux le faire en français si ça vous aide. Ah, ça m'aide. Ok, merci pour cette présentation. C'était tellement intéressant de vous écouter. Ma question, c'est sur le fait que Notre-Dame, c'est vraiment au centre de Paris. Et je voulais vous demander votre opinion de ce fait que c'est le point zéro de Paris et comment ça influence la patrimonie en France et ici à Paris en particulier. Oui, c'est une question importante. En fait, à l'époque antique, le centre de Paris n'est pas dans l'île, il est sur la rive gauche, là où il y a entre, si vous voulez, le musée de Cluny et le palais de justice actuel. C'est là que se tient l'essentiel des activités. Et la construction de Notre-Dame a été comprise comme une sorte d'affirmation de l'autorité de l'évêque de Paris par rapport au roi, les relations n'étant pas toujours pacifiques entre les deux.
Et c'est progressivement, je pense que c'est surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle que Notre-Dame a été compris comme le point central de Paris. J'aurais tendance à dire que ce sont les événements de l'extrême fin de l'Ancien Régime et du début de la Révolution qui ont fait de ce lieu un point de convergence essentiel pour Paris, le point de calme et de concorde. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a servi. Et c'est la raison pour laquelle Napoléon a choisi Notre-Dame pour son sacre, ce qui n'allait pas de soi, parce qu'il y avait d'autres lieux possibles. Et puis, c'est à une date que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui doit dater certainement de la fin du XIXe siècle, que l'on a fait de Notre-Dame le point zéro en matière de kilomètres. Oui, en effet. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était passionnant sur la ritualité, entre autres. J'avais une question, je voulais savoir si vous aviez étudié la façon dont depuis 2019, les débats autour de la reconstruction de Notre-Dame et la façon dont on utilise, l'État français utilise en partie Notre-Dame pour projeter Paris aux Français, mais aussi au monde. Comment ces débats-là se situent dans les questions autour de la laïcité en France? Ça, c'est une question importante et délicate. Lorsque l'incendie est intervenu, plusieurs voix se sont exprimées pour dire on est débarrassé de Notre-Dame de Paris et de son lieu cultuel au cœur du pays. On va pouvoir en faire soit un lieu culturel, soit un lieu interconfessionnel. Donc, ça n'a pas échappé. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'un débat de ce genre intervient, puisque au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque la cathédrale de Reims a été considérablement mutilée par les bombardements ennemis, la question s'est posée, est-ce qu'on allait restaurer Notre-Dame de Reims ou la laisser dans cet état? Et puis, il y a eu un conflit entre républicains anticléricaux et chrétiens sous la direction du cardinal Langenieux, qui a conduit à la restauration de la cathédrale de Reims. La même chose, d'une certaine façon, aurait pu se produire là. Mais la décision du président de la République d'ouvrir à nouveau l'édifice en 5 ans a évité ce débat. Ça a permis d'échapper à des travaux qui auraient pu durer très très longtemps, par exemple des travaux d'archéologie, qui auraient empêché la réouverture du lieu de culte, de telle sorte que le lieu a été immédiatement ouvert et a repris son affectation cultuelle légale. C'était absolument passionnant. Je suis un diplomate culturel, alors je ne peux pas faire un moins de dire qu'on a transformé un inconvénient en un chef-d'œuvre de promotion culturelle de la France. Et ça, c'est vraiment chapeau, alors je dois le dire. Mais ce n'était pas ma question. Ma question est la suivante. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir étudié les travaux du génial Baltrušaitis, Jurgis Baltrušaitis, le Lituanien qui a fait beaucoup d'études sur l'ésotérisme de certains lieux français. Est-ce que vous avez à dire quelque chose sur la symbologie du bateau dans les blasons de la ville de Paris et la nef de la cathédrale de Notre-Dame? Sur cette curiosité, voilà. Oui, sur ces symboles-là, je n'ai pas de choses particulières à dire, ne l'ayant pas étudié. Par contre, je suis très sensible à une compréhension supportée par les analyses de Carl Jung concernant les formes architecturales. Et j'ai étudié pour ma part la symbolique de la flèche dans l'histoire. Et là, ça me paraît déterminant. Je pense que la flèche est un élément extrêmement sensible. Ça nous renvoie à la tour de Babel, au projet chrétien de tour de Babel. Ça,
Au XIXe siècle, on a des textes absolument extraordinaires de Victor Hugo sur la mort de Satan, Nemrod qui tire une flèche, Nemrod, le constructeur de la tour de Babel, justement, qui tire une flèche dans le ciel, et la flèche retombe sur terre ensanglantée. Il a blessé Dieu, Nemrod. Donc, cette symbolique de la flèche me paraît extrêmement importante. C'est aussi une symbolique de Pentecôte, bien entendu. Donc, je suis persuadé qu'on pourrait faire une analyse de ce genre sur des quantités d'autres choses. Pour ce qui me concerne, les espaces intérieurs de Notre-Dame, j'ai proposé une analyse une fois tendant à rapprocher ce type d'espace de la grotte et même du ventre maternel dont saint Bernard parle dans la prière à la Vierge. Et la grotte, c'est à la fois la grotte de la Nativité, c'est la grotte du Sépulcre, mais c'est aussi le ventre de la baleine de Jonas. Carl Jung cite un texte en latin du XIIIe siècle, mais qui provient d'une traduction d'un texte en hébreu antérieur, dans lequel il dit « Les fidèles entrent dans la grande synagogue comme Jonas dans la baleine ». Vous voyez, ceci me paraît extrêmement significatif sur ce que peuvent véhiculer ce type de formes. Voilà, je ne les ai pas étudiés avec systématisme parce que c'est compliqué. Et puis, quand on est formé à l'école positiviste comme je le suis, on ne peut pas se permettre de laisser courir son imagination. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être exprimées de cette façon-là. Alberto Savigno, le frère de Giorgio de Cherico, dit par exemple, à propos de la gare du Nord, qui en façade a un grand oculus hémicirculaire, il dit « Les voyageurs entrent dans la gare du Nord comme dans la baleine ». Il reprend, sans le connaître, très probablement, il reprend exactement le propos que Carl Jung citait. Donc il y a nécessairement quelque chose derrière tout cela. Merci de m'avoir poussé à le dire. Any other questions? Merci pour cette présentation d'excellente qualité qui éclaire tout le monde sur ce qui s'est fait pour Notre-Dame. J'aurais une question beaucoup plus relative à la restauration, à la reconstruction de Notre-Dame. Quels sont pour vous les éléments clés, les éléments importants dans cette reconstruction et dans cette restauration? En particulier, quels ont été les obstacles avec les difficultés techniques pour refaire les sculptures, pour refaire les différents éléments architecturaux, et que peut-on déduire de ces travaux, en particulier si jamais une autre cathédrale ou un autre bâtiment venait à être détruit par le feu, quels sont les obstacles à éviter et quels sont les leçons à tirer de Notre-Dame? En premier, quand l'incendie est intervenu, beaucoup de gens ont pensé qu'on ne disposait ni des matériaux ni de la main-d'œuvre pour parvenir à l'exécution du chantier. Je me souviens d'avoir lu que quelqu'un disant « les forêts françaises ne suffiront pas à proposer des bois pour la charpente de la flèche ». Bon, je me suis trouvé un jour dans ma campagne avec des forestiers qui m'ont dit « mais il y aurait 30 chênes à l'hectare, s'il faut 3000 chênes, ça ne fait jamais que 100 hectares de forêt ». Donc, vous voyez, c'était quand même à tel point, la mentalité était un peu intoxiquée par l'incapacité d'imaginer qu'on puisse déboucher sur quelque chose. Autre anecdote, j'avais été interrogé par une télévision de Singapour et la journaliste me demandait si en France nous disposions des moyens en matière de maîtrise d'œuvre dans le domaine des métiers d'art pour réaliser des chantiers. Et je répondais oui, bien sûr, nous avons ce qu'il faut. Bien sûr, il végète un peu
parce qu'ils n'ont pas un chiffre d'affaires significatif, mais nous avons les capacités. Et mon intervieweuse était extrêmement furieuse de ma réponse. Elle voulait absolument que je lui dise non, on ne peut plus rien faire, il faut faire venir l'Asie maintenant pour s'occuper de cette restauration. Alors ça ce sont ces points initiaux, les moyens. Ce qui a aussi été très important, je pense, et je crois qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi, du moins officiellement, c'est la question de l'eau des pompiers, qui a été extrêmement nocive, très nocive pour les maçonneries. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, de la bouche d'un architecte qui s'occupait de Notre-Dame, que le dessus des voûtes avait été plâtré, probablement depuis le XVIIIe siècle, et l'action de l'eau sur le plâtre avait eu un effet dramatique sur les joints de maçonnerie entre les claveaux des voûtes. Ça avait contribué à les faire exploser, donc à déstabiliser les voûtes et à en faire tomber une partie. Donc ça, c'est un point qu'il faudrait quand même résoudre, essayer d'éteindre les incendies autrement que par l'eau. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais c'est une question, à mon avis, qui doit être étudiée. Ce qui a été très important, évidemment, c'était la question de savoir si le bâtiment était déstabilisé ou pas par l'incendie et par la chute des voûtes. C'est la raison pour laquelle on a mis l'intégralité de l'édifice sous étai dans ses parties extérieures, de façon à éviter qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose, puisque actuellement, dans la tour sud, on est en train de refaire le beffroi, et on vient de se rendre compte qu'il y avait eu des effets de l'eau des pompiers sur la charpente du beffroi dont on ne s'était pas rendu compte initialement. Et si on n'agissait pas rapidement, on risquait à nouveau un affaiblissement des maçonneries. La question de la chute des voûtes pose celle de la singularité de la construction de Notre-Dame. J'avais posé la question suivante. Comment se fait-il qu'au XIXe siècle, à Chartres, quand la cathédrale a brûlé, l'eau des pompiers n'a pas eu d'effet aussi négatif? En fait, il y avait déjà eu beaucoup moins d'eau. Mais la réponse était la suivante, c'est qu'à Chartres, la voûte était épaisse, tandis qu'à Notre-Dame, la voûte est extrêmement fine. Et c'est cette finesse qui était un exploit technique, qui a suscité son affaiblissement, notamment par rapport à l'eau et par rapport aux méfaits du plâtre. Et puis, il y a la question de la flèche, mais là, ce n'était pas un problème technologique fondamental, puisque on avait les plans de la flèche, on savait comment la refaire, on avait parfaitement étudié, et pour la remonter, on a fait exactement comme avait fait Viollet-le-Duc, c'est-à-dire on a profité de la brèche dans la voûte à la croisée du transept pour faire passer le fût vertical de la flèche, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement, sauf à utiliser des procédés de grue très, très compliqués. Donc c'est un peu ça l'essentiel des questions techniques qui s'est posé au moment de la reconstruction. We have time for one more question, probably. Right up the back. Right up the back. Can you put your hand? Okay. This is good exercise What are you trying to say? for him. So thank you. I had a question about when the fire happened. Some people just wanted to say, "Oh, okay, Notre Dame, we can just set it aside." For me, the question so maybe I will look into it afterward as well, is Notre Dame is very important in history. Than just to simply say, "Oh, there's a fire, we'll dismiss it, we'll just wipe it away." Did they not understand how that you don't just
to me, it's kind of dismissing history, even if you're not religious. It's so important. Je pense que la fraction de l'opinion publique qui était contre la reconstruction de Notre-Dame n'était pas nombreuse. Il faut bien reconnaître, c'était quand même une infime minorité. Mais ce qui est frappant, c'est que ça a été dit. Il y avait des gens dans l'opinion qui ont considéré qu'il n'était pas utile de refaire Notre-Dame. Vous imaginez ce qu'aurait donné Paris avec une carcasse qui serait restée en ruine, comme on avait à Berlin-Est avant la réunification. Ça aurait été invraisemblable. Mais quand même, certains y ont pensé. D'autres ont eu des opinions assez proches, mais pas tout à fait les mêmes. Par exemple, certains ont dit qu'il ne fallait pas refaire la voûte, qu'il fallait laisser les brèches et les remplacer par du verre, de façon qu'on puisse voir l'extérieur. On a un monument de ce genre à Angers, une ancienne abbaye abbatiale gothique, dont la toiture a été entièrement refaite en verre. C'est terrible. Il y fait très très chaud, il y fait très très lourd, et ce n'est vraiment pas une bonne idée, même si architecturellement, ça peut paraître intéressant. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il fallait refaire la charpente de la nef en béton. Bon. Moi, je me suis exprimé à ce propos dans la presse en disant que faire une charpente en béton, c'était démodé. On a une charpente en béton à la cathédrale de Reims qui remonte à un siècle, donc ce n'est pas vraiment un signe de modernité. On en a fait une à la cathédrale de Nantes dans les années 70, ça fait maintenant 50 ans, on peut passer à autre chose. Et j'avais fait valoir, c'était entendu, que la vraie modernité, c'était d'essayer de retrouver les technologies et les matériaux du Moyen-Âge, en les adaptant, bien entendu, à certaines nouveautés. Par exemple, l'adaptation, ça a été d'installer des systèmes coupe-feu pour éviter que des incendies nouveaux se propagent. Il y a eu aussi un point qui a focalisé les discussions, surtout que ça a été la question de la flèche, la forme de la flèche. Le gouvernement, le Premier ministre de l'époque, avait dit qu'il fallait faire une flèche des temps actuels, c'est-à-dire autre chose. Imaginez des structures en verre, en plastique, en je ne sais quoi. On avait même imaginé des choses tout à fait étranges. Et heureusement, ce qui a été considéré comme le véritable défi, ça a été de refaire la flèche originelle. Mais tout ça il s'en est fallu d'un cheveu pour que ça ne se fasse pas. J'avais fait valoir qu'en Italie, à la Sindona de Turin ou à la Fenice de Venise, on refaisait toujours à l'identique. Grosso modo, bien sûr, mais on refaisait à l'identique. Et que notre obsession du combat des anciens et des modernes nous empêchait de refaire la même chose, alors que nous admirons les restaurations à l'italienne. Et puis finalement, après pas mal de discussions, de palabres et de polémiques, tout est rentré progressivement dans l'ordre. Le dernier point qui a focalisé les discussions, ça a été l'affaire du plomb, puisqu'on a fait valoir tout d'un coup, de façon plus ou moins fondée, que le plomb était extrêmement toxique. Alors, on a utilisé un protocole de sécurité extrêmement strict, qui était le protocole de l'amiante, mais finalement, on a refait la flèche en plomb et la couverture en plomb, sans qu'au total,
les riverains ne s'en inquiètent le moins du monde. D'ailleurs, lorsque le dôme des Invalides ou le dôme du Panthéon ont été refaits en plomb il y a quelques années, personne n'avait rien trouvé à redire. Voilà. Donc ce sont les principaux points de polémique. Les polémiques ont moins porté sur le bien fondé de reconstruire, de restaurer Notre-Dame que sur les modalités de sa restauration. Il reste un petit point, j'ai fauté, j'ai trébuché sur le mot restauration, reconstruction. Là aussi, c'est idéologique et politique. La loi qui a créé tout le dispositif pour restaurer Notre-Dame a employé le mot restauration. Mais l'entourage présidentiel a progressivement et subrepticement remplacé le mot restauration par reconstruction, considérant que le mot reconstruction était plus positif et politiquement porteur qu'une simple restauration. Mais ce n'est pas une reconstruction, c'est une restauration.